Donc, on est parti, on va essayer de continuer notre application. La première des choses que je vais faire, c'est rajouter un message flash. Si on regarde l'application finale, lorsqu'on modifie un pin ou bien on crée un pin ou bien on supprime un pin, on a un message flash. Donc, on va tenter de faire la même chose. Lorsque je vais modifier le pin, le supprimer ou bien rajouter un pin, je veux voir un message affiché. Ça va être très simple. On vient au niveau de notre contrôleur, pin contrôleur, et puis voici l'action qui est normalement exécutée lorsqu'on crée un pin. Voici également l'action qui est exécutée lorsqu'on fait un update, et puis l'action lorsqu'on fait un delete. Donc commençons par le create. Au niveau de Symfony, pour ajouter un message flash, c'est assez simple. Si vous êtes au niveau d'un contrôleur, vous avez une méthode utilitaire add_flash qu'on peut utiliser. Donc, vu qu'on hérite du contrôleur de base, on aura accès à cette méthode add_flash. Et au niveau de cette méthode, on va passer premièrement le type de message flash et puis ensuite le contenu de notre message. Donc, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais dire que c'est un message de succès. Et puis, le message qu'on va mettre, c'est pin successfully created, pour dire que le pin a été créé avec succès. Donc, aussi simplement que cela, on met add_flash, on met le type et le message. Comme je vous l'ai dit ici, on aurait pu mettre n'importe quoi, mais je mets succès vu que ça va être un message de succès. On va faire la même chose au niveau de l'édition. Après avoir édité mon pin, je vais mettre pin successfully updated, ou dire pin modifié avec succès. Et pour terminer, je vais copier-coller et puis venir au niveau de delete. Et après la suppression, ce qu'on va faire, c'est mettre un message pour dire que le pin a été supprimé avec succès. Là, pourquoi pas, je vais changer le type, je vais mettre info. Donc, les deux premiers, ce sont des messages de succès. Ici, info pour des messages d'info. J'aurais pu mettre, disons, erreur pour des messages d'erreur ou bien, disons, notice pour une petite notification. Bref, libre à vous plutôt de choisir les types que vous souhaitez. Donc, si on se rend au niveau du navigateur, je vais tenter de modifier mon pin. Je fais update. Vous voyez que on n'a pas notre message flash qui est affiché. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des messages flash, on a deux étapes. La première étape, c'est de créer le message flash, mais la deuxième étape, c'est d'afficher le message flash en question. Si on vient donc au niveau de Google, on tape flash message Symfony. Je prends n'importe lequel des liens, on va prendre ce deuxième lien qui nous mène au niveau de la documentation. Si vous regardez, on nous donne, disons, un code qu'on peut copier-coller qui va nous permettre d'afficher tous les messages flash. Donc, je prends cette version. On va venir au niveau de notre layout, vu qu'il est partagé par toutes les vues, par tous les templates, et je vais coller le code à ce niveau. Donc, principalement, ici, c'est le type du message et puis les différents messages. Donc, on peut avoir plusieurs messages de type succès ou bien de type info, ainsi de suite. Pour chacun des messages, on va faire ce qu'on veut à ce niveau. Donc, moi, je vais dire que je vais afficher les messages au niveau d'un div. Et pour l'instant, je vais juste mettre, disons, message. Donc, au niveau de type, si je me répète, on aura dans notre cas soit succès, soit info, soit erreur, ainsi de suite. Et puis, message, ça va être l'ensemble des messages. On parcourt tous les messages et puis on les affiche un à un. Les messages flash, c'est très important. C'est comme un flash. Ils vont apparaître une seule fois et puis après, ils sont automatiquement supprimés. Donc, c'est très intéressant si vous voulez mettre des messages, disons, de notification aux utilisateurs assez rapidement. Là, je vais rajouter un peu d'accessibilité avec rôle alerte pour dire que ici, c'est pour alerter un peu l'utilisateur. Je pense que tout est bon. Normalement, maintenant, notre message flash devrait s'afficher. Et vous voyez, le message flash qu'on avait eu lorsqu'on avait fait l'update est maintenant affiché. Et comme je vous l'ai dit, il est présent à une seule requête. Au niveau de la prochaine requête, il est automatiquement supprimé, il n'est plus présent. Je vais modifier l'autre pin, je vais faire juste update. Et puis voici notre message. Maintenant, il faudra les styliser un peu. Je vais rajouter une classe. On va mettre alerte, alerte-suivi du type en question. De cette manière-là.
Donc, ce que je fais, c'est quoi? Si le type du message, c'est succès, on aura alerte, alerte, succès. Si le type, c'est erreur, on aura alerte, alerte, erreur. Si c'est info, alerte, alerte, info. Donc, je n'aurai qu'à styliser ces deux classes-là, en grosso modo. On va venir donc au niveau de notre layout de base. Vu que pour l'instant, on n'a pas géré la partie asset, je vais rajouter style de cette manière-là. Et puis, on va dire que si on a la classe alerte, on va rajouter un petit padding de 10 pixels. On va donner comme couleur de texte la couleur blanche. On va aligner le texte au centre. Maintenant, dans le cas où on a un message, disons, de succès, ce que je vais faire, c'est modifier la couleur de fond pour mettre la couleur verte. Donc, je mets un background color green de cette manière-là. On peut dupliquer ceci. Pour les messages d'erreur, on aura ici rouge. Et puis pour les messages d'info, on va dire qu'on aura le bleu. Parfait. Donc ici, alerte va permettre d'avoir ceci. Et puis vu que le type est succès, on aura comme couleur de fond la couleur verte. Essayons de tester, on fait Edit, Update. Et on peut voir qu'on a notre message flash. Donc là, tout est parfait. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais ici extraire mon code au niveau d'un partial. Donc, je vais créer un partial qu'on va appeler, disons, flash message. Généralement, j'aime mettre mes layouts au niveau d'un dossier layout. Donc, je vais créer un dossier layout et puis déplacer notre layout de base. Voilà, donc notre layout se trouve maintenant au niveau de ce fichier-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais le fermer temporairement. Je reviens là. Ce que je vais faire, c'est dire que ceci, on va le couper et puis le mettre au niveau d'un partial. J'aime mettre mes partials au niveau d'un dossier partial. Donc, je crée mon dossier partial et puis je vais créer un fichier flash message.html.twig. En ce qui concerne mes partials également, par convention, j'aime mettre un underscore. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime mettre ceci pour dire que c'est un partial. Voici maintenant le résultat. Il faudra maintenant venir au niveau de notre layout et dire qu'on va inclure le partial flash message. Donc, je vais dire viens au niveau de layout, ensuite au niveau de partials et tu vas m'inclure flash message.html.twig. On peut tester. Je viens là. On a une petite erreur au niveau de notre template pin show.html.twig. Donc, vu qu'on a déplacé le layout de base, il faudra venir également modifier cette ligne pour dire que le layout se trouve maintenant au niveau de layout. Parfait, je vais le faire au niveau de toutes mes vues de cette manière-là. Et puis normalement, on n'aura plus d'erreur. Je reviens là, tout est bon, on fait éditer et voici notre message flash. Je vais créer un nouveau pin, on met du n'importe quoi. Voici également le message flash et si on le supprime, on doit avoir un message flash de type info. Et vu que c'est alerte info, je vais me retrouver. La stylisation va être différente étant donné qu'on a donné la couleur bleue. Donc normalement rien de bien compliqué, on va essayer de tout fermer. Et on va rajouter un petit commit. Donc je fais git statut. On fait git add all. Git commit. Add flash message. And move base layout to layout folder. Donc on a rajouté les messages flash et on a déplacé notre layout de base au niveau du dossier layout. Donc intéressons-nous à présent à autre chose. Pourquoi pas on va gérer la validation des données du formulaire. Donc le titre et la description devront être remplis. Le titre doit avoir au minimum 3 caractères et la description au minimum 10 caractères. Ça va être simple. On vient au niveau de notre entité et puis on va utiliser, je vais l'écrire et vous l'expliquer. Donc je mets un use de Symfony component
validator. On va utiliser le composant validator. Au niveau de ceci, on a constraints de cette manière et on va l'aliaser en assert. Donc, si vous êtes curieux, vous venez au niveau de vendor, on va chercher Symfony validator. Je descends un peu, et puis voici Symfony validator. Au niveau de Symfony validator, vous avez plein de contraintes. Donc, au niveau de constraints, vous voyez, on a plein de contraintes. On peut valider les pays, on peut valider une adresse email et plein d'autres Mitsubishi. Donc, grâce à assert, je pourrais maintenant venir et puis dire que je veux dire que quelque chose ne doit pas être vide avec notre blank. Je peux valider la taille pour dire au minimum 3 caractères et tout. Donc, tout ceci sera expliqué au niveau de la documentation, mais je voulais vous montrer qu'il n'y a rien de magique. Donc, je prends assert, je viens au niveau du titre et on va rajouter @assert not blank. Et ceci va permettre de dire que le titre ne doit pas être vide. Je vais faire la même chose au niveau de la description, not blank. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Vu qu'on utilise notre type de formulaire et ceci a été associé à l'entité PIN, il va lire cette validation et puis tout va marcher. On vient au niveau de notre projet et on va tester. Je ne remplis pas, je fais create et vous voyez, les deux champs ne peuvent pas être vides. Par défaut, on a une validation HTML5, mais nous, on l'a désactivé si vous vous rappelez. Si je viens au niveau de notre formulaire, on avait mis form no validate. Mais si on ne l'avait pas mis, on allait avoir une validation HTML5 avant de passer à la validation côté serveur. Comme vous le savez, la validation HTML5, on peut la désactiver. Donc, quelqu'un aurait pu modifier, disons, votre code. On va essayer de se retrouver et puis retirer le form no validate. C'est pourquoi il faut toujours avoir une validation côté serveur. On va dire que le titre doit avoir au minimum 3 caractères. Ça va être simple. Je reviens là, je vais copier ceci et je vais dire que la taille doit être au minimum de 3 caractères. Pour la description, on va dire 10 caractères. Je viens là, on teste. Je vais tenter de cliquer et vous voyez, les deux ne peuvent pas être vides. Au minimum 3 caractères, au minimum 10 caractères. Et vous pouvez changer n'importe lequel des messages. Donc, si je voulais changer le message, si le titre est vide, j'aurais pu mettre message title can't be blank. On vient là, on actualise et on peut voir title can be blank. Ici, on a le message par défaut vu qu'on n'a rien changé. Vous pouvez cliquer sur chaque classe. En réalité, ce sont des classes comme je vous l'ai montré dans le dossier vendor. Au niveau de l'inf, on peut préciser un message pour le min et un message pour le max. Donc, min message et max message. Donc, je vais dire, si on a un problème avec le minimum, le message, ça va être hello. Juste pour vous le montrer. Et on peut voir qu'au niveau de description, on a maintenant hello. De la même manière pour notre blank, si on voulait changer le message, c'est message. Donc, moi, je vais laisser les messages par défaut. Je pense que ceci fera l'affaire. On reteste. Bang. Tout marche. Essayons à présent de faire un petit commit. Je vais faire git statut, git add all, git commit et on va dire add validation. Parfait. Je ne sais pas pour vous, mais si on regarde les messages d'erreur qui sont affichés au niveau de l'application finale, c'est assez joli comparé à ce qu'on a ici. Donc, on a des messages d'erreur, mais c'est vraiment laid. On va essayer d'utiliser Bootstrap afin de styliser notre application. Donc, normalement, on peut se rendre au niveau de Get Bootstrap. On fait Get Started.
et on peut copier le CSS et le JavaScript. Je vais venir au niveau de bloc Style Sheet. Vous avez vu comment j'ai prononcé Style Sheet, c'était cool. Je vais déplacer ma balise Style au niveau de Style Sheet également. De cette manière-là. Donc on a chargé toute notre stylisation. On va faire de même pour le JavaScript. Je viens au niveau de bloc JavaScript et on va coller ce qu'on a eu à copier. Donc normalement au niveau du navigateur, on aura un changement. Et vous voyez visuellement, clairement Bootstrap a été chargé. Venons au niveau de notre formulaire. Au niveau de Symfony, on a ce qu'on appelle des thèmes de formulaire. Et on a un thème pour Bootstrap. Donc je viens au niveau de Symfony thème ou bien theme et vous voyez qu'on a plusieurs thèmes. Un thème pour Foundation 6 qui est un autre framework CSS, un thème pour la version 5, Bootstrap 3, Bootstrap 4. Moi je vais copier ceci et on nous montre comment rajouter la configuration. Il faut venir au niveau de config, package, twig et rajouter form theme. Venons donc au niveau de config, package, twig et on va rajouter ce qu'on a eu à copier. Vous allez voir automatiquement, c'est ce qui me plaît au niveau de Symfony. Automatiquement, on aura notre formulaire qui va être stylisé. Avouez que c'est magnifique. Moi, je n'aime pas la version horizontale. On va donc enlever horizontale et puis garder la version non horizontale. Donc, cette version-là. On teste. Et tout est bon. Je vais styliser également le bouton. C'était au niveau de Pin, Forme. Et en ce qui concerne notre bouton, on va rajouter une classe btn, btn-primary. Ce qui va faire que le bouton va être en bleu. Avouez que maintenant ça ressemble un peu à ce qu'on a. Simplement que là, le bouton est un peu plus long. C'est parce que probablement j'ai eu à rajouter btn bloc. Donc ce n'est pas clock, mais bloc. On teste et le bouton va prendre toute la largeur. Après, on va bien styliser tout ceci, ne vous inquiétez pas. Mais regardez, vu qu'on a maintenant Bootstrap et on a configuré notre thème, les messages s'affichent de manière beaucoup plus élégante. Je vais faire modifier. Je ne remplis pas le titre. Et bang, on a une petite erreur. Donc ça, c'est une erreur qu'on n'avait pas vue. Si vous avez cette erreur, c'est vraiment très simple. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre. On attendait un argument de type string, mais on a donné nul pour le titre. Ce qui se passe, c'est quoi? Symfony va essayer d'appeler les setters, comme on l'a vu, afin de setter les différents attributs. Mais lui, il a passé comme valeur nul, alors que là, on a dit que ce sera une chaîne de caractères. Donc, des fois, ça va être nul si rien n'a été mis. Donc, je vais dire que ça peut être une chaîne de caractères ou nul. Je vais faire de même pour la description. Ça va éviter d'avoir cette erreur. Donc, on réessaie. J'enlève ceci. Et puis, on a notre message. Pareil pour la description. Donc, voici un bug de résolu. Essayons de voir notre message Flash. Il est parfait. Simplement que les bords sont un peu arrondis. Et c'est comme si on a une bordure. Donc j'imagine que c'est Bootstrap qui rajoute ceci. Parce que si vous venez au niveau de Bootstrap, je vais tenter de me retrouver. On va rechercher alerte. Bootstrap a son propre système d'alerte. Vous voyez, ça ressemble à ceci. Alerte, alerte-primary, success. Donc, les stylisations se mélangent un peu, vu que nous aussi, on avait rajouté notre propre alerte. Donc, moi, je vais dire premièrement, on n'aura pas de margin. Donc, je vais mettre margin 0. Je ne veux pas avoir de bordure. Donc, je mets border none. Et je ne veux pas que les bords soient arrondis.
Donc border radius à 0. Comme ça, on va avoir quasiment le même résultat qu'au niveau de l'application finale. Vous voyez, on n'a pas de bord arrondi et puis tout est bon. Donc on actualise, on va essayer de faire Edit, juste pour le fun. Et voici maintenant, on a le même résultat. Essayons de rajouter un header avec le menu, comme c'est le cas ici. De la même manière, on va rajouter un footer et on va tenter de styliser la page de création de pin, la page d'édition. Ça va être simple. On va rechercher des exemples. Je clique sur Example et on va avoir plein d'exemples de navigation au niveau de navbar. Je vais prendre cette version Expand at SM. Vous avez plusieurs versions. Au niveau du mobile, on aura cela. Sinon, on a ces différents résultats. Donc, je vais afficher le code. On va rechercher Expand at SM. C'est ceci. On va enlever ce menu-là qu'on avait rajouté. Et je vais créer un autre partial. Donc, au niveau de Layout Partial, on va ajouter nav.html.twig. On vient au niveau de Template, Layout, Partials, et on crée nav.html.twig. Je colle le code qu'on a eu à copier et on va vérifier. Bang, tout est bon. Premièrement, la couleur est différente. Ici, c'est du blanc. Ici, c'est du noir. Donc, je vais changer dark en light. Et là également, on va mettre light. Et tout est bon. On va laisser un peu de margin. Je mets margin bottom 4. Comme ça, on aura de l'espace en bas. Comme vous pouvez le voir. On n'a pas le search. Je vais donc le retirer. Donc, on enlève le formulaire. Le titre, c'est Pinterest. Donc là, je vais mettre Pinterest. Le lien va mener vers la page d'accueil. Donc, on peut utiliser notre ami PAF. Et le nom de route, c'était App Home. On va vérifier. C'était bel et bien le cas. On actualise. On clique là et on est sur la page d'accueil. Deuxième des choses, on aura New Pin et compte et Logout. Bien évidemment, ça va être dynamique en fonction du fait qu'on soit connecté ou pas. Mais pour l'instant, on va hardcoder ces trois éléments. Donc, New Pin et compte et Logout. Je vais venir au niveau de nav. Le premier, ça va être New Pin. J'enlève ceci. Le deuxième, ça va être account. Et le dernier, on va mettre Logout. On n'a pas de menu déroulant, donc je vais l'enlever. On vérifie et tout est bon. Donc là, c'est désactivé parce que on a rajouté ces différents Mitsubishi. Je vais les enlever, de même que Disable. Ici, c'est indiqué comme si c'est le lien actif à cause de Active. Moi, je vais le retirer. Si vous voulez rajouter cette classe dynamiquement, j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus au niveau de mes astuces Twig. Donc, on détermine on est au niveau de quelle route et on rajoute cette classe dynamiquement. Si cela vous intéresse, vous allez trouver un lien en description. Mais nous, on a ce résultat-là. Simplement que les liens sont à droite. Donc, je vais venir là et je vais mettre Margin Left Auto. C'est en rapport avec le CSS. Vous pouvez remarquer qu'on a de l'espace à gauche et à droite.
alors que dans mon cas, je ne l'ai pas. Donc, ce sont les versions qui sont ici, avec container et tout. Donc, si on recherche un container, je vais descendre un peu. Vous voyez que tout ce qu'on fait, on entoure tout notre contenu d'un div qui a la classe container. Donc, je vais créer un div qui a la classe container, prendre tout mon contenu et puis le mettre à l'intérieur. Normalement, on aura le même résultat. Je vais faire en sorte que le lien newpin puisse marcher en rajoutant path et puis le nom c'est app-pin-create. On peut le confirmer. C'est bel et bien le cas. On teste, newpin et tout est bon. Je vais profiter de l'occasion pour ajouter un footer. Donc on peut venir, je vais tout fermer. On vient au niveau du layout et je vais inclure un autre partial avant le JavaScript. On va l'appeler footer. Donc là, on a les messages flash, le menu, le contenu principal et puis le footer. On aura une erreur vu que ce partial n'existe pas. Venons donc ici et puis on va le créer. Underscore footer.html.twig. Pour le contenu, je vais ici mettre ceci afin de ne pas perdre votre temps. Basiquement, on a container, comme ça va être, disons, centré, comme on peut le voir, avec de l'espace à gauche et à droite. Text center pour centrer le texte. Juste pour vous le montrer, si on n'avait pas text center, le texte allait être à gauche. Et si on n'avait pas container, il allait être collé au bout tout simplement. Donc on met container, text center, on laisse de l'espace en haut avec le margin top. Parfait. Ça nous donne plus d'espace en haut. On a un paragraphe avec texte muted. C'est ce qui permet d'avoir ce gris là. Sinon on allait avoir du noir. On affiche l'année courante. Donc avec now et puis date, le filtre date. Là on met conçu avec amour. J'ai utilisé, disons, l'entité HTML Hertz et j'utilise texte danger afin d'avoir le texte en rouge. On a un lien vers le site officiel des Teachers du Net. Et voici normalement le résultat final. Intéressons-nous au contenu principal. Je vais venir au niveau d'ici et on va l'entourer de la balise main. Donc à chaque fois, ce qu'on va mettre comme contenu au niveau de body va représenter le contenu principal. Je vais rajouter roleman pour question d'accessibilité et on va rajouter la classe container. Comme ça ne va pas être accolé au bord. Donc, avouez que ça commence à ressembler à quelque chose. Ce n'est pas parfait, mais on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Le go back qui est présent là, on va le retirer. Donc, je viens au niveau de show. On va enlever notre ami go back. Vu qu'on a maintenant toute notre navigation qui est disponible. Donc, si je veux revenir, je fais précédent simplement et puis tout est bon. Donc, après, on va styliser la page d'accueil lorsqu'on aura nos images. De la même manière, on va styliser après la page show. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'édition et puis la création, pour l'instant, c'est trop large. Si vous regardez ici, on a quelque chose de beaucoup plus petit. Essayons donc de faire la même chose. Je vais venir au niveau de Create. On va rajouter un div qui a la classe row. Je vais rajouter également col md6 pour dire qu'on prend 6 colonnes en lieu et place de prendre toutes les colonnes. Je vais faire remonter ceci et puis on va tester. Donc je viens là, j'actualise et voici le résultat. Simplement qu'il faudra le centrer. Donc je peux rajouter MX Auto.
Donc, on aura un margin horizontal automatique, ce qui va permettre de le centrer. Je vais faire la même chose au niveau de Edit. Donc, on copie les deux Mitsubishi et on va les coller là, de cette manière. On vérifie et tout est bon. Donc, comme je l'ai dit, on reviendra sur Index et puis Show. Ne vous inquiétez pas. Donc, avouez que c'était simple. On a rajouté Bootstrap. Tout est maintenant joli et puis on a notre menu. Le menu est responsive. Si je réduis ceci, vous voyez que tout marche. On va faire un commit. Je fais git statut, git add all, git commit. Je vais mettre add bootstrap and use from teams and fix little bug with setters. Donc, rappelez-vous du bug qu'on avait eu parce qu'on n'avait pas mis ce fameux point d'interrogation. En pratique, je vais les décomposer en deux petits commits, mais là, ça va faire l'affaire. Changeons à présent la police. Ici, j'utilise Montserrat. Donc, on recherche Montserrat et on peut l'avoir au niveau de Google Font. Donc, je prends le premier lien et puis, normalement ici, on n'a pas de police sélectionnée, mais je peux décider de rajouter cette police-là. Donc, vous pouvez sélectionner les styles que vous voulez et puis ça va être rajouté. Donc, moi, je rajoute, je viens au niveau de Embed et puis je peux copier ceci. On me dit qu'il faudra maintenant utiliser Font Family Montserrat. Parfait. Je viens là. Je vais charger ma police. Là, je vais enlever ceci. Comme ça, il pourra charger tous les styles. Et je pourrais venir au niveau du body. Je vais mettre HTML body. Et on va dire qu'on va changer le font family. Donc, je copie le code, je le colle. Et normalement, ça devrait marcher. Et c'est le cas. Tout est bon. Magnifique. Donc, faisons un autre commit. Git add. Git commit. Change font for Montserrat. Donc, jusqu'à présent, pour les styles, on a eu à utiliser l'approche, disons, naïve, en grosso modo. Pour de petits projets, ça va faire l'affaire, mais si vous avez des projets de grande envergure, ce ne sera pas intéressant. Déjà, pour cette stylisation qu'on a eu à mettre au niveau de style, on aurait pu copier le contenu, venir au niveau de public, pourquoi pas, je vais vous le montrer. Je vais copier tout ceci. On va enlever cette ligne. Je viens au niveau de public. Je vais créer un dossier CSS et puis rajouter un fichier app.css. On aurait pu l'appeler n'importe comment, mais je l'ai appelé app.css. Ensuite, il faudra charger notre fichier. Pour l'instant, on ne l'a pas chargé, donc la police ne sera pas utilisée. De la même manière, nos alertes ne vont pas être stylisées. Donc, si je fais un update, vous allez voir, ça c'est la stylisation par défaut de Bootstrap. Rappelez-vous que Bootstrap avait ses propres alertes, ok? Donc, nous, on a enlevé le margin, ce qui faisait qu'il n'y avait pas ce margin et tout, et puis on a changé un peu les couleurs. Mais si je veux charger notre style, notre fichier de style, je mets link, et puis on va dire, viens au niveau de, disons, CSS, app.css. On va utiliser la fonction asset. Comme je vous l'ai dit plus tard, si vous utilisez un CDN, ceci va vous permettre de vous simplifier la tâche. Tout va marcher. Et voilà, maintenant, on revient à ce qu'on avait précédemment. Mais en pratique, en lieu et place d'utiliser CSS, généralement, on va utiliser par exemple SAS ou bien LESS pour ne citer que ces deux-là. Si vous avez une section qui contient H1, qui a un lien en CSS, voici comment est-ce qu'on va, disons,
cibler notre lien en question qui se trouve dans un H1 qui se trouve dans une section et puis on pouvait changer la couleur pour mettre la couleur rouge. Si je voulais styliser également le H1, j'aurais pu mettre ceci. On va changer, disons, la taille des caractères. Donc, je peux mettre font size. OK. Et puis, on va dire 20 pixels. Juste pour un exemple. Mais si vous utilisez ça, on aurait pu l'écrire autrement. On aurait pu dire que je veux m'intéresser au H1 qui se trouve au niveau de notre section et également au lien qui se trouve au niveau de notre H1 qui se trouve au niveau de section. Donc, j'allais copier ceci, le mettre ici, et puis copier cela, le mettre à ce niveau. Clairement, pour l'instant, si on donne ceci au navigateur, il ne va pas comprendre parce que ce n'est pas du CSS. Donc, on utilise des préprocesseurs comme SAS. Donc, on utilise des langages comme SAS, mais après, il faudra compiler ceci en CSS pour que le navigateur puisse comprendre. Le deuxième problème également, c'est que là, on a plein de fichiers qu'on charge. Et puis, ça fait différentes requêtes. Au niveau du code, on peut créer plusieurs fichiers, mais au final, on va généralement vouloir servir un seul fichier. Donc, on aura un seul fichier, par exemple app.js, qui va contenir tous ces Mitsubishi-là. De la même manière, si on est en production, on va compresser le fichier, le minifier, afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit en termes de taille et tout. Donc, il y a plein d'optimisations qu'on fait généralement. Et on peut utiliser des outils comme Webpack. Webpack qui est ce qu'on appelle un module bundler. Donc, si on vient au niveau de Webpack, comme on peut le voir, on peut avoir des fichiers JavaScript, SAS, CSS et tout. Et on pourra, disons, faire un bundle de tout cela pour avoir des fichiers JS dédiés, CSS, pour ne citer que ces éléments. Donc, Webpack est très utilisé, c'est un outil très intéressant, mais la configuration peut être un peu compliquée. C'est pourquoi au niveau de Symfony, ils ont eu à créer un outil qui a pour nom Webpack encore, ou bien Symfony encore. Vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas de projet Symfony. Moi, par exemple, au niveau de mes projets Django, j'utilise Webpack encore. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet Symfony pour utiliser Webpack encore. C'est juste un outil qui va faciliter disons, la génération de la configuration Webpack, vu que ça peut être un peu compliqué pour un débutant. Donc, si on veut l'installer, on fait installation. On nous dit qu'on peut faire composer require de ceci. Mais vous savez que j'aime les alias. Je vais faire flex.symfony.com. On recherche encore si j'arrive à taper. Et on peut voir que on a des alias pour Webpack encore bundle. OK? Et puis, on a un alias encore, Webpack, Webpack encore ou bien Webpack encore bundle. Donc, je peux faire la même chose ici en utilisant composer rec encore. Donc, je fais composer rec de encore. Donc, Webpack encore a été installé. Si on fait git statut, on peut voir que plein de Mitsubishi ont été rajoutés. Premièrement, il a modifié le git ignore. Je vais tenter de me retrouver. On vient là. Au niveau du fichier .gitignore, il a rajouté node module, public build, npm debug et puis yarn error. Donc node module, c'est un peu comme l'équivalent du dossier vendor au niveau du monde JavaScript. Donc lorsqu'on va installer nos dépendances JavaScript qui se trouvent au niveau de package.json, package.json, c'est un peu comme l'équivalent de composer.json, mais dans le monde JavaScript. Donc, lorsqu'on va installer nos dépendances, tout à l'heure, il va les mettre au niveau d'un dossier node module. Donc, on va l'ignorer parce qu'on peut générer ceci à tout moment. Public build, on y reviendra. Ici, npm et puis yarn. Vous voyez les comme les composers au niveau du monde JavaScript. Donc, si vous n'avez pas npm ou bien yarn, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Vous pouvez utiliser npm ou bien utiliser yarn. Pour installer npm, il faudra installer Node.js. Donc, on tape Node.js et puis on va télécharger la version LTS, Long Time Support. Vous pouvez utiliser cette version également si vous le souhaitez. Mais si vous cliquez et puis vous téléchargez Node.js, après l'avoir installé, normalement, vous aurez non seulement Node,
Donc vous pourrez taper Node, mais vous aurez accès également à NPM. OK? Et puis vous pourrez voir la version de NPM qui a été installée. Donc moi j'ai Node version 12 et puis NPM version 6. Au niveau de ma machine, en réalité, j'utilise un outil qui a pour nom NVM, qui me permet d'installer plusieurs versions de Node.js. Donc vous voyez, si je vais utiliser la version 14, je peux faire NVM use et puis je vais utiliser la version 14. Si je fais node-v, j'ai la version 14 maintenant que j'utilise. Donc libre à vous de l'installer simplement de cette manière-là ou bien utiliser un outil comme NVM. Au niveau de certains projets, j'avais utilisé une autre version. Donc c'est pourquoi j'utilise NVM, comme ça je peux switcher très facilement entre les versions. Vous avez également Yarn. Ça permettra de faire la même chose que NPM, simplement que les commandes seront un peu différentes. Mais si vous venez au niveau de Yarn, on va vous montrer comment l'installer. Avant, avec NPM, on ne pouvait pas avoir quelque chose de déterministe, mais ces petits problèmes ont été résolus. Donc aujourd'hui, si vous utilisez Yarn ou bien NPM, ça fera l'affaire. Pour l'installer, on vous montre comment l'installer. Moi, je vais plutôt cliquer ici. On fait installer Yarn. Et puis vous voyez, si vous avez Mac, on vous montre comment l'installer. Si vous avez également Windows, on va vous montrer comment l'installer. Donc si vous avez installé simplement Node.js pour que ce soit beaucoup plus simple. Si vous venez au niveau de nodejs.org et puis vous installez l'un de ces deux-là, vous aurez Node et puis NPM, ça fera l'affaire. Maintenant, si vous êtes déjà familier avec Yarn, je vais vous montrer également les commandes pour utiliser Yarn. Là, c'est parfait. On va continuer. Si on refait notre git statut, on a vu le git ignore. Il a modifié le composer.json vu qu'on a installé le bundle webpack encore bundle. Également, au niveau de config bundle, il a eu à enregistrer le bundle en question, comme c'est marqué là. On a modifié symfony.log. Probablement, on a eu une recette qui a été exécutée. Donc, si on remonte un peu, on va voir que, voilà, une recette a été exécutée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a modifié layout base. Donc, regardons qu'est-ce qui a été modifié. Donc, c'est moi qui ai eu à rajouter simplement notre fichier CSS. Donc là, rien à voir avec Webpack encore. Il a rajouté un dossier asset. On y reviendra. C'est là qu'on aura nos assets. Donc, nos fichiers CSS, JavaScript et images qu'on pourra processer avec Webpack. Il a rajouté de la configuration, package.json, public CSS, c'est moi qui l'ai rajouté tantôt. Et puis le fichier de configuration de Webpack, webpack.config.js. Donc même si on n'utilisait pas Webpack encore, le fichier de configuration de Webpack, il a pour nom webpack.config.js. Mais nous, comme on peut le voir, on utilise simplement Webpack encore afin de nous faciliter la tâche pour générer ce fichier de configuration dont Webpack a besoin. Donc tout ce que Webpack encore fait, c'est nous aider à générer le fichier de configuration de Webpack. Et vous allez voir, ça va être simple. Si on veut utiliser SAS, on décommente cette ligne et on pourra utiliser SAS. Alors que si on devait le faire avec Webpack, on allait rajouter un peu plus de code. Si vous connaissez TypeScript, si on voulait l'utiliser, on décommente cette ligne. Probablement, il faudra installer d'autres choses, mais tout ceci sera indiqué et puis on pourra avoir tout qui va marcher. Donc, vu qu'on a package.json, voici les dépendances. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme composer.json, mais au niveau du monde JavaScript. On va installer nos dépendances. Donc, si vous avez npm, vous faites npm i ou bien npm install. C'est la même chose. Si vous avez yarn, vous faites simplement yarn. Ça va installer les dépendances. Donc, moi, je vais faire npm, vu que la plupart auront npm. J'ai oublié de rajouter le i pour npm install. Si vous avez yarn, vous faites yarn install ou bien yarn, c'est la même chose. Vous allez voir qu'il va nous créer un dossier node module qui va contenir toutes nos dépendances. On patiente un peu. Donc voilà, l'installation est terminée. Si on vient là, on voit qu'on a un dossier node module qui contient toutes nos dépendances. Il y a également package lock.json qui permet de locker les versions qui ont été installées.
comme le composer.lock au niveau de notre ami composer. Prenons un peu de temps afin de parler de webpack-config.js. Comme je vous l'ai dit, c'est le fichier de configuration de Webpack. Et tout ce que Webpack encore permet de faire, c'est nous aider, nous faciliter la tâche pour générer ce fichier de configuration. Donc partout où on voit encore, c'est Webpack encore. Mais à la fin, il nous permet de générer le fichier de configuration de Webpack qu'on pourra utiliser. Si je remonte là, regardons cette partie. Premièrement, on set notre output path. En grosso modo, tout ce qu'on va compiler, il va les mettre au niveau de public build. Donc pour l'instant, on n'a pas de dossier build, mais tout à l'heure, vous allez voir, lorsqu'on va finir de faire la compilation et tout, tous les assets compilés vont se retrouver dans public build. Ensuite, public path, c'est comment est-ce qu'on souhaite y accéder. Donc nous, on les a mis dans public build. Si on veut y accéder, ça va être par exemple /build, /css, a.css, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de modifier ceci si vous utilisez les CDN et tout, mais nous, on ne va pas s'y intéresser. La deuxième partie qui est très importante, ce sont les entrées. Donc, vous pouvez créer autant d'entrées que vous le souhaitez. Ici, par exemple, on a rajouté une entrée app et cette entrée-là, elle pointe vers le fichier asset.js app.js. Donc, ça peut paraître un peu flou pour l'instant, ne vous inquiétez pas, mais si on vient au niveau de asset.js app.js, cette entrée pointe vers ce fichier. Et si vous regardez ce fichier, on fait un import d'un fichier CSS et puis on a du code JavaScript. Si vous n'avez jamais entendu parler de Webpack, si vous voyez ceci, vous allez vous dire waouh, on charge du CSS dans un fichier JavaScript. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment simple. Tout ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on va compiler nos assets, vu qu'on a importé CSS a.css, premièrement, on dit viens dans le dossier parent qui est asset, viens dans CSS qui est là, trouve a.css qui est celui-là. Il va prendre tout le contenu et puis il va le mettre au niveau d'un fichier app.css. Et puis ce contenu JavaScript, il va le mettre au niveau de app.js. Vu que ça peut être un peu compliqué à comprendre, essayons d'abord de faire une compilation. Donc, si vous venez au niveau de package.json, vous avez plusieurs scripts que vous pouvez exécuter. On peut faire dev server, dev, watch ou bien build. Donc, dev, on va l'exécuter si on est en dev. Watch, c'est intéressant, comme ça, il va watcher. Si vous avez des fichiers que vous modifiez, il va recompiler. Build, c'est pour la production. Donc, c'est là qu'il va tout minifier et tout. Dev server, je l'utilise rarement. Ok? Mais ici, si on veut exécuter les scripts, si vous avez npm, vous allez faire npm run suivi du nom du script. Donc, si on veut exécuter dev, ça va être npm run dev. Si c'est watch, npm run watch. Si vous avez yarn, ça va être différent. Vous mettez yarn et puis vous mettez directement ceci, dev, watch ou bien build. Vous pouvez faire yarn run, mais si vous mettez simplement dev, il va faire yarn run dev pour vous. Donc moi, vu que j'ai utilisé npm, je vais faire npm run dev et vous allez voir, il va faire la configuration, il va faire la compilation. On voit que tout s'est bien passé et comme je vous l'ai dit, lorsqu'il fait la compilation, on a précisé notre output, on a précisé notre path de sortie pour public build. Donc tout se trouve au niveau de public build. Et on voit qu'on se retrouve avec un fichier app.css, app.js et puis d'autres fichiers. Donc les noms ici c'est app parce que le nom de l'entrée c'est app. Donc si j'avais mis comme nom d'entrée Toto, on aurait eu toto.css et puis toto.js. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu avoir plusieurs entrées, mais le nom qu'il utilise, c'est le nom de l'entrée. Ce n'est pas le nom du fichier qui est ici, mais c'est le nom de l'entrée. Donc si j'ai mis Toto, on va refaire npm run dev. Vous allez voir. On aura maintenant ici toto.css et puis toto.js. Vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de supprimer app.css et puis app.js. C'est parce que on a cette ligne cleanup output before build. C'est-à-dire avant chaque compilation, il faut faire un cleanup de ce dossier. Donc il va tout supprimer au niveau de public build avant chaque compilation. Donc on n'a pas besoin de le faire manuellement. Je remets app. On revient là, on réexécute et puis on aura app.css et app.js.
Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? On avait vu que cette entrée, elle était liée à ce fichier JavaScript. Là, on a importé le CSS qui contient cette ligne. Je vais rajouter pourquoi pas H1 et puis on va mettre comme couleur la couleur, on va dire la couleur rouge. Là, je vais utiliser npm run watch. Vous pouvez utiliser yarn watch comme on l'a vu. Comme ça, si je modifie des choses, il va recompiler. Mais regardez, tout ceci, vu qu'il saura que c'est du CSS, il va prendre tout le CSS et puis le mettre au niveau de app.css. Donc le nom de l'entrée.css. Et vous voyez que nos deux codes CSS se retrouvent là. Et là, vu que c'est le seul code JavaScript, il va le mettre au niveau de app.js. Donc on a plein d'autres choses, mais vous allez retrouver notre code JavaScript à ce niveau. Ce qui revient donc à dire, si je créais un fichier que j'appelais, disons, on va dire cool de cette manière .css, je vais bien écrire cool, ok. Et puis au niveau de cool, je mets une classe cool et je donne comme couleur la couleur orange. Vous allez voir, si je viens au niveau de app.js, on peut voir qu'on importe ce CSS là, mais je vais importer également, cool.css. Donc je lui dis, viens au niveau de asset, ensuite au niveau de CSS, importe cool.css. Donc il va voir que on a le code CSS de app.css qui est ici, le code CSS de cool.css. Il va prendre ces deux codes là et puis il va les mettre au niveau de app.css. Donc rappelez-vous, le app.css, c'est le nom de l'entrée. Ok, donc si on avait appelé notre entrée Toto, il va prendre le code qui est ici, le code CSS qui est ici, et puis les mettre les deux au niveau de toto.css. De la même manière, il va prendre ce code et puis le mettre au niveau de toto.js, vu que c'est le nom de l'entrée que j'ai eu à mettre. Donc on va essayer de faire une recompilation. Là, vu que j'ai modifié le fichier de configuration, il me fallait couper avec CTRL-C et puis recompiler. Mais vous voyez, on a toto.js et puis toto.css. Au niveau de toto.css, non seulement on a le CSS de app, mais on a le CSS de cool également. Ok? Et puis le nom, c'est le nom de l'entrée, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Donc j'espère que c'est clair ce que je viens d'expliquer. Là, je vais revenir à app, vu que c'est comme ça que je l'appelle généralement. Vous pouvez créer après vos autres entrées pour d'autres pages, mais nous on aura une seule page et puis ça va faire l'affaire. Je vais enlever cool.css et puis supprimer également le fichier cool.css et supprimer également le fichier cool.css. Si on revient au niveau de app.js, on voit qu'on avait importé notre CSS, mais si on installe par exemple jQuery ou bien d'autres librairies, nous on va installer Bootstrap dans quelques instants. On pourra également les importer en utilisant cette syntaxe. Mais là, changeons quelque chose. On a comme couleur de fond cette couleur light gray. Ok? Moi, je vais revenir. On va copier notre code CSS qui était ici. Je vais tout copier. Je vais supprimer ce fichier CSS qu'on avait créé nous-mêmes manuellement. Et puis, je vais mettre notre code au niveau de notre app.css qui se trouve dans Asset. Ok, donc tout ce que j'ai eu à faire, l'ancien code CSS qu'on avait ici, je l'ai mis au niveau de asset css a.css et vu qu'on l'importe là, lorsqu'on va faire notre compilation, tout va se retrouver au niveau de a.css. Donc j'imagine qu'il a fait la recompilation automatiquement vu qu'on a utilisé watch et puis tout marche. Maintenant la question que vous pouvez me poser, je vais tout fermer, c'est mais Honoré, comment est-ce que je peux charger mes différents fichiers? Donc ça va être simple. Si on vient au niveau de template, layout, base, je vais dire que viens au niveau de build. Donc je mets ici build et tu vas trouver app.css. Donc il va venir au niveau de build et il va trouver app.css. Venons au niveau du navigateur. On va tester, j'actualise et vous voyez que la couleur a bel et bien été changée. Juste pour vous le montrer, on vient là, on va modifier la couleur pour la couleur rouge. Il va recompiler automatiquement, on actualise et on a la couleur rouge. Donc tout marche sans problème. Mais même si ça marche, ce n'est pas ce que je vais vous recommander. Parce que si vous venez au niveau de Entry Points, vous allez voir que par exemple pour le CSS, on charge uniquement ce fichier-là. Mais pour le JavaScript, il va charger deux fichiers. Runtime.js et puis app.js.
Donc, si on procédait de cette manière-là, on allait devoir se rappeler également au niveau du JavaScript de venir mettre script pour charger premièrement. Donc, je vais mettre src. On allait charger premièrement notre ami runtime de cette manière-là en disant build runtime.js et puis faire la même chose pour app.js. Donc, si vous oubliez l'un de ces deux-là, ça ne va pas marcher. Donc, en lieu et place de procéder de cette manière, Webpack encore vous donne accès à une fonction que vous pouvez utiliser. Donc là, j'ai enlevé tout le code qu'on avait chargé, tout le JavaScript qu'on avait chargé pour Bootstrap et également tout le CSS. Donc normalement, on n'aura plus de Bootstrap. Ok, on revient à ce qu'on avait précédemment. De la même manière, on n'a pas la couleur de fond parce que pour l'instant, on n'a pas chargé notre app.css. Mais comme je vous l'ai dit, avec Webpack encore, vous avez une fonction qui a pour nom encore entry link tags de cette manière-là. Et puis vous lui donnez simplement le nom de votre entrée. Donc nous, le nom de notre entrée, c'était quoi? C'était ici app. Ok. Donc là, je vais mettre app. Et lui, il saura que pour notre entrée app, donc cette entrée, voici les fichiers de style et c'est ce qu'il va charger. De la même manière, on peut faire la même chose pour le JavaScript. En lieu place de link, ça va être script. Venons là, on actualise et vous voyez que le CSS a été chargé vu que la couleur a changé, mais il a mis build app.css et puis pour le JavaScript, il a chargé runtime et app parce qu'il sait que pour cette entrée-là, il faut charger runtime et puis ici après app. Donc vous utilisez ces fonctions et puis automatiquement, ça va être géré pour vous. Si on avait d'autres entrées, on aurait pu dupliquer et puis charger également les autres entrées. Vu qu'on a maintenant un fichier CSS, pour charger la police, si on revient là, on aurait pu la charger au niveau de notre CSS avec import. Moi, j'aime procéder de cette manière-là. Donc, je vais revenir au niveau de app.css et puis pour charger la police, on va le faire en haut. Je vais enlever de nouveau tout ce qui est présent là et puis on aura le résultat escompté. Donc, j'actualise et vous voyez qu'on a toujours notre police. Juste pour vous le montrer, si je mets du n'importe quoi, il ne pourra pas charger la police et puis ça ne va pas marcher. Donc, on revient à Montserrat et puis tout sera bon. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime utiliser Sass. Donc, vu que j'aime utiliser Sass, on peut venir au niveau de la configuration et puis il faudra simplement décocher Enable Sass Loader. Donc, si vous le faites, on va couper. À chaque fois que vous modifiez la configuration, il faut couper la commande et puis relancer. Vous voyez qu'on nous dit qu'il faut installer Sass Loader et puis Node Sass. Donc, on copie simplement cette ligne-là. Si vous avez yarn, vous allez faire yarn add et puis rajouter ces éléments. Mais normalement, en fonction de ce que vous avez utilisé, on va vous montrer la commande à utiliser. Ok? Mais moi, je copie ceci, on refait entrée et puis il va installer les deux packages dont on a besoin pour utiliser Sass. Donc, tout s'est bien passé. On va refaire notre compilation avec watch et on voit qu'on n'a pas d'erreur. Ce qui est maintenant intéressant, c'est quoi? Je peux écrire du code Sass. Je vais vous le montrer. On va faire quelque chose. Je vais mettre section. Ensuite, je vais mettre H1. Je vais mettre A. Et puis, je vais mettre color, disons red. Il y a du red. Ici, on va mettre color et je vais mettre green. Donc, j'ai donné la couleur verte au H1, la couleur rouge au lien pour les deux éléments qui se trouvent au niveau de section. Regardons le CSS qui a été généré. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il n'a pas appliqué nos différentes modifications. Ok? C'est parce qu'il faudra renommer le fichier avec l'extension SCSS. Donc, une fois qu'on a l'extension SCSS, il faudra également venir dire qu'on veut charger app.scss. Comme ça, il va venir au niveau de asset CSS et puis il va charger app.scss. Si on regarde maintenant ce qui a été compilé, vous voyez qu'on a bel et bien le résultat escompté. Moi, vu que c'est du code Sass, généralement si j'ai du code Sass, pour éviter toute confusion, je vais renommer le dossier en SCSS.
Ce qui revient donc à dire que là, je vais devoir mettre SCSS également. Donc, rien ne va changer. On a juste changé le nom des dossiers. Mais vous voyez que notre code marche de nouveau. On regarde le code généré, tout est bon. Nous, on va enlever ceci, vu qu'on n'a rien à voir avec cela. Mais ce que je pouvais faire ici, je pouvais mettre et commercial avec le point et puis coller ceci. Juste pour vous montrer que ça va marcher, on va enlever là, je vais le couper et puis le mettre également là. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer dans quelques instants, mais je mets et commercial. Donc avec SAS, si vous mettez et commercial, ça fait référence à l'élément où vous vous trouvez. Donc ici, c'est comme si j'ai mis point alerte, vu que je me trouve à l'intérieur de point alerte. Donc je dis si un élément à la classe alerte et puis alerte succès, je fais ceci. Alerte, alerte, erreur, je fais cela, ainsi de suite. Donc ça va donner le même résultat. On va tenter de modifier un pin et normalement ça devrait marcher. Vous voyez que ça marche. Si on tente de créer un pin et puis après on tente de le supprimer, là je vais copier une description vu qu'on a mis une validation. Le pin a été créé. Si je le supprime, on doit avoir la couleur bleue et puis tout marche. Au moins on a mis maintenant du code SAS. Avec SAS également, ce qui est intéressant, vous pouvez créer des variables. Donc on pouvait créer, je vais le montrer plus simplement, on pouvait créer une variable qu'on va appeler primary font. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. On met $, suivi du nom de la variable. Et puis moi, je vais dire que ma police, c'est Montserrat. Ce qui est intéressant, c'est que si j'utilise cette police à plusieurs endroits et que je veux la changer, je pourrais changer ceci à un seul endroit. Vous pouvez créer une police secondaire, créer une couleur de branding, faire ce que vous voulez. Donc là, ça va marcher normalement. Si on regarde le code qui a été généré, vous allez voir qu'il va remplacer par Montserrat. Juste pour vous le montrer, on met Toto. Il va changer la police pour Toto, ok, avec le code généré. Donc moi, je remets Montserrat. On revient là, on n'aura pas de changement. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut déplacer toutes les variables au niveau, disons, d'un emplacement spécifique. J'aime créer un dossier share, c'est un peu comme partials, ok. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et puis, je vais créer underscore, on va l'appeler variable.scss. Et au niveau de ce fichier, je vais mettre toutes mes variables. Donc, si je veux maintenant utiliser ceci, cela revient donc à dire que je dois importer ce fichier-là. Donc, on utilise @import. Et puis, je vais dire que viens au niveau de share et tu vas trouver variable. Donc, si vous importez un fichier, vous n'êtes pas obligé de mettre le underscore. OK? Si vous le mettez ou pas, il saura que il doit rajouter ceci. Donc, normalement, le code qui sera généré est le bon. On peut le prouver. On remplace ceci par Tata. Il va régénérer et puis on a Tata. Donc, ça marche sans problème. Donc, si je récapitule, on a importé, il vient au niveau de share, variable, le underscore est facultatif. Et puis, il va remplacer nos variables. Donc là, je pourrais mettre toutes mes variables. Je pourrais créer d'autres... si j'avais par exemple une stylisation pour le footer et puis elle est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de code. Je peux créer underscore footer et puis mettre la stylisation et puis l'importer, faire ce que je veux. La dernière chose qu'on va faire, c'est retrouver notre code Bootstrap parce que pour l'instant, on a perdu tout le code Bootstrap. Donc, si vous recherchez, disons, Webpack encore, Bootstrap, on va vous montrer comment installer Bootstrap avec Webpack encore. Donc, on nous dit qu'on peut faire un yarn add bootstrap-dev vu qu'on va l'utiliser en développement. Mais vu que nous, on a utilisé npm, je vais couper ceci. Je vais faire npm install. Donc, si vous avez yarn, c'est yarn add. Si vous avez, disons, npm, c'est npm install ou bien npm i. On va installer Bootstrap en développement. Donc, je peux mettre -dev. On nous dit que -dev est déprécié. Il faut utiliser -only dev. Je pense qu'on aurait pu mettre simplement ici -save dev si on utilisait npm. Exactement. Donc, -save dev si on utilisait npm. Donc, c'est -dev si vous avez yarn, -save dev si vous avez npm. On regarde package.json et puis normalement, il va rajouter notre ami Bootstrap. Donc, je vais enlever dependencies parce qu'il avait rajouté vu que je m'étais trompé. Ok. Je pense même, on va essayer de le vérifier. On pouvait mettre -d avec un D majuscule. Il va le rajouter en développement également. Et ça, je pense que ça marche également si vous avez yarn. En lieu et place de faire -dev, vous faites -d et puis ça marche. Donc, on regarde et puis voici Bootstrap a été rajouté.
Maintenant, si vous vous rappelez, si on était au niveau du site officiel de Bootstrap, non seulement on avait chargé Bootstrap, mais on avait besoin de d'autres Mitsubishi. Pour le JavaScript, on avait besoin de jQuery et puis de Popper.js. Donc, les deux étaient des dépendances de Bootstrap. Si vous regardez, lorsqu'il a installé ceci, on nous dit que Bootstrap a besoin de ces deux-là. Ne me demandez pas pourquoi il ne les installe pas automatiquement, mais il faudra les installer manuellement plus tard nous-mêmes. Okay? Le monde de JavaScript, c'est un monde assez crazy. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, on a besoin de ces deux-là, mais pour l'instant, il ne les a pas installés. Donc, il faudra le faire nous-mêmes manuellement. Si vous regardez ici, on n'a pas de jQuery ni de Popper. Mais on continue. On vient là. Et puis, on nous dit que, bon, là, c'est du code SAS. Donc, on aurait pu définir une variable. Et puis, vous avez aussi darken. Ça vous permet d'avoir une version dark de ceci à 20%. N'est-ce pas que c'est intéressant, SAS? Maintenant, si on veut importer Bootstrap, on nous dit qu'on peut utiliser cette ligne afin d'importer notre ami Bootstrap. Donc, je vais copier ceci. On vient là, au niveau de app.scss, et on va importer notre ami Bootstrap à ce niveau-là. Et Bootstrap sera importé. On vérifie au niveau du navigateur, est-ce que Bootstrap est chargé? Et non, malheureusement, c'est comme si Bootstrap n'est pas chargé. C'est parce qu'on aurait oublié de refaire un npm run watch pour recompiler les différents assets. Donc, tout s'est bien passé, on actualise, et malheureusement, on n'a toujours pas Bootstrap. Je fais inspecter, on va voir si on a des erreurs quelque part. On n'a aucune erreur. Je regarde le code source. On voit que Bootstrap est bel et bien présent. Donc, c'est comme s'il n'a pas la version rafraîchie. Ok, bon, ça a pris un peu de temps. Désolé, j'étais un peu pressé, mais Bootstrap est maintenant chargé. Donc là, c'est parfait. Je viens au niveau d'ici. On va retirer la couleur de fond parce que ce n'est pas intéressant. Patienter réellement un peu plus. Et puis, voilà, tout est bon. Donc, on a le résultat qu'on avait précédemment. Le seul problème pour l'instant, on n'a pas le JavaScript. Donc, si on clique là, ça ne marche pas parce que ça, c'était fait avec du JavaScript. Si on veut le JavaScript, on nous dit qu'il faut installer jQuery et puis Popper.js. Donc, si vous avez Yarn, vous faites yarn add de ces deux-là, -dev ou bien -d. Mais vu que moi j'ai npm, je vais faire npm install de ces deux-là en développement. Voilà, assez rapidement, tout s'est bien passé. On nous dit qu'on peut importer jQuery et puis tout sera bon. Okay? Donc, on fait un require de Bootstrap, un require de jQuery. Ça, c'est l'ancienne syntaxe où on faisait un require, mais avec la nouvelle syntaxe, si je me retrouve, on peut simplement faire un import. Donc, on fait import de jQuery et on fait également un import de Bootstrap de cette manière-là. Donc là, on importe jQuery et puis là, on importe Bootstrap. Console.log, on va le retirer, on n'en a pas besoin. Donc normalement, ça devrait marcher. On croise les doigts. On va replier ceci. Je vais actualiser de nouveau. Bon, j'ai oublié de refaire le watch. Ça aurait été intéressant si je l'avais mis dans un autre onglet, mais ce n'est pas grave. On va attendre que tout se termine. On actualise. On clique là et puis vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Donc le JavaScript est bel et bien chargé. Et puis tout marche maintenant à la perfection. OK? Avant de terminer, je vais vous montrer d'autres choses. En ce qui concerne comment est-ce qu'on charge le SCSS de Bootstrap, je vais vous montrer une autre manière de le faire. OK? Parce que là, on a mis ici tilde. Si vous mettez tilde au niveau de votre code SCSS, pour lui, c'est comme node module. Donc, c'est comme si on dit viens au niveau de node module, viens ensuite au niveau de Bootstrap. Donc, je vais descendre et puis rechercher notre ami Bootstrap, c'est ici. Viens au niveau de SCSS, c'est là. Et puis, trouve Bootstrap. Donc, si on descend, est-ce qu'on a Bootstrap? Oui, c'est ce qui permet de pouvoir utiliser Bootstrap. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Si vous venez au niveau de package.json de Bootstrap, vous allez voir que ils ont eu à rajouter déjà SCSS. Je vais tenter de me retrouver. On va rechercher SAS. J'étais un peu pressé. Oui. Vous voyez que déjà, il sait qu'il doit venir au niveau de SCSS et puis trouver bootstrap.scss. Donc, il sait qu'il doit venir là et puis trouver bootstrap.scss. Donc, si vous mettez simplement ceci, grâce à la configuration qu'ils ont eu à rajouter eux-mêmes,
il saura qu'il va charger le fichier SAS. OK. Donc, juste pour vous le montrer, on va commenter ceci pour l'instant. On va relancer la compilation, donc c'est déjà fait automatiquement. Vous allez voir, ça ne va plus marcher. OK. Mais si je reviens maintenant au niveau de mon code, et puis je remets ceci, il va charger ceci automatiquement pour moi. Et puis, ça marche de la même manière. Donc, même si on avait un fichier CSS et puis on mettait ceci également, ça allait marcher de la même manière parce que pour les fichiers CSS, en lieu place de se baser sur SAS, il allait utiliser style et là, il allait venir au niveau de dist CSS et puis charger bootstrap.css. OK? Donc, même si on avait un fichier CSS, on aurait pu mettre la même chose. Cette fois-ci, il allait utiliser style. Là, vu qu'on a un fichier SAS, il a utilisé la configuration qu'on avait au niveau de SAS pour charger ceci. La dernière chose que je trouve intéressante, on va essayer de parler de cela. Vu qu'on a installé maintenant Bootstrap et puis les dépendances et tout, vous allez voir que si on vient au niveau de public build, entry points, maintenant on a ce vendor app qui se rajoute. Donc toutes les dépendances pour votre entrée, il va les mettre au niveau de vendor tilde suivi du nom de votre entrée.js. Et nous, dans notre cas, on a installé quoi? jQuery, Popper, Bootstrap et tout. Donc, il va tout mettre ici. Donc, vous voyez que ça, c'est Bootstrap. Si vous recherchez jQuery, on peut voir qu'on a jQuery. De la même manière, on a Popper et tout. OK? Donc, tout ceci est géré automatiquement pour nous. Ce qui va faire que si on regarde le code, vous allez voir au niveau du JS, il charge maintenant ces trois-là grâce à encore entry script tag. Maintenant, si vous êtes en production, parce que pour l'instant, ça, ce ne sont pas des versions compressées. Si vous êtes en production, en lieu et place de faire yarn dev ou bien npm run dev ou bien watch et tout, vous allez faire npm run build. Si vous avez yarn, vous allez faire yarn build. Et ça, c'est ce qui va permettre de générer les versions compressées à utiliser en production. Vous allez voir que ces versions-là seront beaucoup plus optimisées. On va le vérifier. Donc, premièrement, il a versionné ceci, ce qui est intéressant pour garder les versions en cache. Également, il les a compressées, minifiées. Donc, vous voyez qu'il a minifié ceci, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus court en termes de taille, beaucoup plus petit, donc beaucoup plus facile également à charger. Donc, c'est vraiment fabuleux d'utiliser Webpack encore comme vous pouvez le voir. Donc, regardons ce qu'on a eu à faire. On a eu à créer ceci juste pour que je puisse vous montrer un peu comment créer les partials au niveau de SAS et puis les utiliser. On a parlé des variables. On a vu comment charger notre code JavaScript. Et puis, on a vu également comment le récupérer. Donc, le charger au niveau de notre template de base et tout. Donc là, je suis content. On a utilisé maintenant quelque chose de plus professionnel. Au niveau de HTML, on peut rajouter l'attribut ling pour dire que le document est en anglais. Mais en lieu place de hardcoder ceci, on peut utiliser app request local. Donc, si je viens au niveau d'ici, on actualise. Vu que j'utilise comme local l'anglais, vous voyez qu'il met EN. Mais si j'utilisais le français, il allait mettre FR. Donc là, je suis satisfait. On va changer le titre par défaut pour mettre Pinterest. Et puis, normalement, on pourra faire un petit commit. Donc, je mets Pinterest de cette manière. Et puis, essayons de faire un petit commit. Donc, je fais git statut. Je fais git add. Git commit. Je vais mettre make use of webpack encore. And add ling attribute to HTML tag. Parfait.